Bon, en deux mots, merci. Merci. Vraiment, alors, je le dis comme je le pense, j'ai un très grand plaisir à vous présenter François Lellier. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et je dirais même d'affection. Merci. Je le connais quasiment depuis le début de sa carrière scientifique. Donc François est directeur de recherche au CNRS. Il est généticien de la mouche, comme vous le verrez, mais dans un sens, je dirais, très, très large. Il a fait sa thèse initialement avec Bruno Lemaître à Gif-sur-Yvette, qui, vous le savez, est un des maîtres. Il a commencé sa carrière lui-même avec Jules Hoffmann dans la génétique de la mouche et dans la découverte des systèmes Toll. Donc, je pense que François a été un peu là-dedans dès le début. Il a ensuite fait un postdoc au Royaume-Uni, plutôt à UK Cancer. Et puis en rentrant, il est allé d'abord il est retourné avec Bruno pendant un an ou deux, puis ensuite à Marseille, au Centre de biologie du développement de Marseille. Et puis à partir de 2012, la mouche a commencé à voler de ses propres ailes, si je puis dire. Et François a eu un poste de chercheur sur une ATIP, en particulier INSERM CNRS, à Lyon, à l'université Claude Bernard, où il a développé en quelques années un groupe extrêmement productif. Alors, je ne vous ferai pas la liste des reconnaissances de François parce qu'il a déjà un CV à son jeune âge à faire pâlir beaucoup. Il a donc eu ce groupe ATIP très, très précocement pour s'installer à Lyon. Il a eu un grant de European Research Council, vous savez que de jeunes investigateurs, Young Investigators, c'est le bâton de maréchal maintenant en Europe pour les jeunes chercheurs. Il a eu des prix scientifiques de la Fondation Bettencourt. Il a été, je crois que c'est il y a 2 ans, EMBO Young Investigators, qui est aussi une reconnaissance formidable. Et puis la semaine dernière, on a eu le grand plaisir de lui remettre à l'Institut Pasteur le prix Sanofi Pasteur, qui est devenu ces dernières années une des grandes reconnaissances, à la fois pour des chercheurs très seniors, mais heureusement pour lui, il n'en est pas là, et aussi pour des chercheurs juniors de ce calibre. Donc voilà, François Lellier, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument, et je le remercie, qu'il vienne vous parler de la façon dont il a, au fond, montré, je dirais, la mouche sous un angle un petit peu différent de celui sous lequel on connaissait, qui était l'immunité innée. Il a développé un sujet qui est complètement original, et voilà. Merci de votre attention d'avance. Merci beaucoup Philippe. C'est un très grand plaisir d'être là aujourd'hui et justement pouvoir présenter nos travaux après ta lecture, ton cours qui est évidemment extrêmement passionnant. Comme l'a dit Philippe, je vais essayer de vous illustrer un petit peu ce propos de la symbiose et de l'utilisation des organismes modèles et des insectes en particulier pour essayer de comprendre un petit peu ce dialogue moléculaire, parce qu'on va se situer à un niveau moléculaire maintenant, pour essayer de comprendre vraiment ces échanges et ces interactions fonctionnelles entre un organisme vivant, un animal, et son microbiote, donc ces communautés microbiennes. Et pour ça, alors je m'en excuse, les diapositives sont en anglais, mais je vais vous présenter évidemment la conférence en français. Pour ça, au laboratoire, on utilise des modèles à flore intestinale contrôlée. Donc ce sont des organismes vivants et qui sont élevés dans des contextes où l'environnement microbien est totalement expérimentalement contrôlé, le cas extrême étant l'animal germ-free, axénique, stérile, donc dépourvu de micro-organismes. Et à l'autre extrémité du continuum, vous avez l'animal de la nature qui, lui, est colonisé avec des communautés microbiennes extrêmement complexes. Et donc nous, au laboratoire, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser ces modèles animaux à flore contrôlée pour aller étudier la physiologie animale, en fait, de manière la plus intégrée possible. C'est d'essayer de comprendre comment l'animal vit, se développe, et comment il a évolué dans son environnement, donc dans un environnement nutritionnel. Donc quel est le lien entre la nutrition et la physiologie de l'animal? C'est une discipline de recherche qui a déjà évidemment été étudiée depuis de nombreuses années. On connaît plutôt bien l'influence de la nutrition sur
les développements et la physiologie des animaux. Mais sur l'aspect intégratif sur lequel je souhaite insister aujourd'hui est vraiment le lien entre ces communautés microbiennes et comment ces communautés microbiennes façonnent ce lien fonctionnel entre la nutrition et la physiologie des animaux. Et donc pour ce faire, on a focalisé nos travaux sur un trait physiologique, une caractéristique physiologique bien particulière, qui est la croissance juvénile ou la maturation des animaux, donc du juvénile. Donc on est là toujours sur un développement, la fin du développement animal, donc le développement postnatal, et donc sur la maturation, donc l'entrée dans le cycle de vie jusqu'à la phase adulte et la phase de maturité sexuelle. Et donc évidemment, ces paramètres-là, c'est un paramètre où l'animal croît, grandit, accumule de la masse, donc ça fait écho beaucoup à des activités métaboliques, anaboliques, qui permettent donc à l'individu d'atteindre sa taille adulte et d'être mature sexuellement. Et donc dans ce contexte, je reviens à mes animaux à flore contrôlée. Au laboratoire, on utilise principalement 2 organismes modèles qui vous sont présentés ici. Très principalement et de manière primaire la drosophile, Drosophila melanogaster, donc la mouche du vinaigre, qui est un modèle de choix en approche expérimentale et en particulier en génétique dans les laboratoires. Vous avez ici dans son milieu naturel dans le laboratoire, à savoir un tube de culture avec son substrat nutritionnel qui est fait de farine de maïs et d'extrait de levure. Et donc, la majorité de nos études portent sur l'analyse du développement et de l'entrée au stade adulte de cet individu au laboratoire dans des conditions extrêmes, soit d'absence de micro-organismes, soit dans des contextes où on réassocie les drosophiles. Je vais vous expliquer toute l'approche expérimentale dans les diapositives suivantes, où on recolonise en fait des individus, des embryons de drosophiles dépourvus de micro-organismes, et on les réassocie avec des cultures pures de souches bactériennes connues, caractérisées, qui permettent vraiment de contrôler totalement le système expérimental, à savoir le contrôle de l'environnement nutritionnel, le contrôle de la génétique de l'individu animal, mais aussi la culture au laboratoire de souches bactériennes dont on peut contrôler aussi le génome et donc la génétique. Donc on a un système simple, expérimental, de laboratoire, mais qui nous permet vraiment de contrôler ces 3 paramètres clés qu'on essaye de modéliser au laboratoire et de comprendre les bases moléculaires de ce dialogue entre animal, bactéries et nutrition. Et dans la deuxième partie de mon exposé, j'essaierai de vous illustrer les résultats récents obtenus sur la souris. Encore une fois, un modèle expérimental artificiel de laboratoire, où en fait on a utilisé des individus qui sont dépourvus de microbiote intestinal, donc ce sont des souris-bulles, entre guillemets, donc des souris qui sont élevées dans des environnements dépourvus de micro-organismes, qu'on a réassociés avec ces mêmes cultures bactériennes pures pour essayer de vérifier si les phénomènes qu'on avait caractérisés à l'aide de nos modèles insectes sont conservés, ont été conservés au cours de l'évolution, et est-ce que ces phénomènes sont conservés chez les mammifères et donc chez la souris réassociée avec ces souches bactériennes. Donc pour faire écho à la présentation de Philippe précédemment dans son cours, la drosophile fait partie de ces modèles expérimentaux qui permettent d'étudier ces interactions hôtes bactéries commensales dans un contexte nutritionnel donné. Et à la différence de ces endosymbioses ou de ces symbioses primaires, on est chez la drosophile dans un contexte de symbioses que Philippe a appelées secondaires ou qui sont des symbioses facultatives. À savoir des interactions entre micro-organismes et animaux qui ne sont pas essentielles à la survie de l'animal, mais qui sont là pour soutenir l'activité physiologique ou développementale de l'animal. Et le deuxième paramètre qui caractérise cette symbiose, au-delà du fait qu'elle est facultative, c'est aussi une symbiose qui ne perdure pas dans le temps. C'est-à-dire que c'est une symbiose, on a là un article bientôt qui va apparaître qui explique vraiment ce processus où c'est une association constante par ingestion, excrétion, réingestion de ces micro-organismes. Donc en fait, vraiment une coévolution et une cohabitation entre ces micro-organismes et la drosophile, parce qu'au cours de la vie juvénile,
l'œuf de drosophile est pondu par une femelle dans un fruit en décomposition, donc un fruit avec une niche microbienne extrêmement riche. Les fruits en fermentation sont très riches en micro-organismes. L'œuf est pondu dans cette niche-là, et la larve, donc qui est le juvénile de la drosophile, va se développer dans cette niche, toujours dans ce même fruit. Elle est contrainte dans cette niche écologique-là, et va être au contact de ces micro-organismes. Et donc il va y avoir ce cycle répété de colonisation. Donc les larves, les embryons sont déposés dans le substrat nutritionnel, et la larve va grandir et se nourrir du substrat nutritionnel et être en contact de manière constante avec ces micro-organismes, jusqu'à atteindre le stade adulte, où cette fois-ci les adultes sont eux aussi en présence de ces micro-organismes, et cette fois-ci les adultes, eux, vont pouvoir disséminer, changer d'environnement et de niche écologique, donc transporter ces communautés microbiennes qui étaient présentes dans la niche nutritionnelle initiale, et aller coloniser et transmettre leur descendance, mais aussi les micro-organismes qui étaient présents dans la niche précédente, en contaminant le fruit lorsque la femelle va pondre son œuf. Donc vous voyez, on a une sorte d'association interne au niveau de l'épithélium intestinal et d'interaction au niveau de l'épithélium intestinal chez l'animal, mais aussi en étroite collaboration, en étroite interaction avec le substrat nutritionnel, qui est vraiment un élément clé dans cette symbiose, qui est répétée et qui est maintenue au cours de la vie de l'animal, et qui a été maintenue pendant de nombreuses années, et qui a peut-être façonner aussi l'évolution de la physiologie de cet animal. Donc l'intérêt aussi du modèle est que on peut reproduire ce cycle de vie en laboratoire assez simplement, et la drosophile a le bon goût d'être associée à des communautés bactériennes extrêmement simples. Alors encore plus simple dans le laboratoire, parce qu'on est dans un environnement nutritionnel un peu contraint. Et donc dans ce contexte-là, on a principalement deux grandes familles de bactéries, des lactobacilles et des acétobactériacées, donc des firmicutes et des alpha-protéobactères, et principalement 3 à 5 espèces dominantes, qui sont des espèces qui sont tolérantes à l'oxygène, aérotolérantes, qu'on peut isoler, qu'on peut cultiver en laboratoire, qu'on peut manipuler génétiquement. Ce qui nous permet vraiment d'aller appréhender cet aspect moléculaire dont parlait Philippe tout à l'heure, parce que la base de ce modèle-là est d'essayer de comprendre les bases mécanistiques. D'autres modèles expérimentaux, on l'a entendu, par exemple l'abeille, sont des extrêmement bons modèles pour aller étudier des aspects écologiques, des dynamiques de la communauté bactérienne et de son association avec l'animal. À l'heure actuelle, le modèle drosophile est principalement utilisé pour aller caractériser les bases mécanistiques de l'association. Donc les premières questions qu'on a posées dans les années 2010-2011 étaient parmi ces commensaux, donc ces commensaux au sens strict du terme, donc ces bactéries qui vivent sur les mêmes substrats nutritifs que leur partenaire animal, est-ce qu'il existe des mutualistes, donc des espèces bactériennes qui bénéficient de la présence de l'animal, mais qui sont aussi bénéfiques pour l'animal. Donc les premières expériences qu'on a réalisées sont tout simplement d'étudier la croissance, le développement postnatal, comme je vous mentionnais en introduction, de l'animal en présence ou en absence de ces communautés microbiennes. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez la drosophile, le développement postnatal, donc à la fin de l'embryogenèse jusqu'à la métamorphose, qui est l'équivalent de la puberté chez les insectes, en juste 5 jours, quand la nutrition est optimale au laboratoire, en 5 jours, vous avez la masse de l'individu qui augmente de plus de 100 fois et sa taille de plus de 6 fois. Donc vous avez un processus de croissance extrêmement puissant qui se met en place, qui est totalement dépendant de la nutrition. Parce que si le substrat nutritionnel sur lequel les œufs ont été déposés par les parents est dilué, donc sa valeur nutritionnelle est diminuée drastiquement, vous avez une extension de cette période de croissance juvénile, et parfois même un non-aboutissement de ce développement postnatal. Les individus meurent à la phase larvaire. Donc vous avez une extension de cette durée de la phase juvénile. Donc vous avez un syndrome de retard développemental et qui entraîne en fait l'émergence d'individus qui sont tout petits, qui sont des phénomènes classiques de carence nutritionnelle ou de sous-nutrition chronique dans la durée, qui sont connus chez les vertébrés, chez les mammifères et chez l'homme, avec des causes, des influences très délétères sur la physiologie des individus et des animaux.
Donc vous pouvez mimer ces effets-là en réduisant donc l'apport nutritionnel au niveau de l'insecte, et vous obtenez des individus petits et retardés. Et donc on a commencé à poser cette question très simple du rôle de l'environnement microbien dans un contexte où l'on sait que la nutrition impacte la physiologie, donc le développement. Donc pour ça, on s'est mis dans des conditions où on avait un challenge nutritionnel. Donc l'individu était soit élevé sur une diète optimisée, donc cette diète qui permet le développement rapide de l'individu, en 5 jours entré en métamorphose, en 10 jours on obtient les individus adultes, ou une diète qui était appauvrie en nutriments, donc une dilution de l'extrait de levure par exemple. Vous avez ici, si vous vous concentrez sur les carrés bleus et violets, vous avez un retard de l'émergence des adultes au cours du développement entre les deux diètes. Et on a réalisé cette même expérience, mais cette fois-ci dans un contexte axénique, donc dépourvu de micro-organismes associés à cette nutrition. Et vous voyez que l'absence de microbiote chez les individus axéniques, donc ici en rouge, n'a pas d'effet significatif chez un individu bien nourri. Par contre, l'absence de ce microbiote chez un individu qui était en sous-nutrition chronique a déclenché, a plus que doublé le retard de développement que ces individus présentent en cas de carence nutritionnelle et de sous-nutrition chronique. Donc ces résultats suggéraient vraiment que l'environnement microbien, en particulier dans ce contexte de sous-nutrition chronique, a un impact sur la dynamique de croissance, donc sur l'aspect, sur l'anabolisme de l'individu. Donc ce que nous avons réalisé comme expérience, c'est de caractériser les communautés microbiennes qui sont présentes dans l'intestin de ces individus qui se développent plus rapidement en conditions de carence nutritionnelle. Et donc on a retrouvé assez classiquement les candidats, enfin les espèces bactériennes qui sont connues pour être associées à la drosophile. Et j'attirerai votre attention sur Enterococcus faecalis et Lactobacillus plantarum, qui sont deux espèces principales du microbiote intestinal de la drosophile que nous avons étudiées par la suite. Donc ce que nous avons fait par la suite est de réinoculer des individus axéniques avec ces cultures pures de souches de bactériennes, d'Enterococcus faecalis et Lactobacillus plantarum, que nous avons isolées des intestins de ces individus qui se développent plus rapidement. Et ce que vous pouvez observer sur cette diapositive, c'est la réaccélération et l'émergence plus rapide d'individus anciennement germ-free, donc les embryons stériles, qui ont été réassociés avec des cultures pures d'isolats de Lactobacillus plantarum, alors que des cultures pures d'Enterococcus faecalis avaient une capacité extrêmement faible à redéclencher ce processus de développement, réaccélérer le développement de l'individu. Donc ce phénomène démontrait vraiment l'importance ce résultat démontrait l'importance de l'environnement microbien dans ce contexte, et en particulier de cette espèce bactérienne, Lactobacillus plantarum. Et au-delà de l'émergence des adultes, donc de la maturation, donc le passage des différentes phases larvaires et l'entrée en métamorphose, puis l'émergence des adultes, on a observé aussi une dynamique de croissance chez la larve. Donc on a étudié la surface des larves au cours du développement chez les individus axéniques ou les individus monoassociés, donc associés à une souche unique de cette espèce bactérienne Lactobacillus plantarum. Et cette monoassociation permet de réaccélérer la croissance de l'individu. Et vous voyez, juste 3 jours après l'association, donc après la fin de l'embryogenèse, vous avez déjà une différence significative de taille des individus qui est très très marquée au cours de la vie larvaire. Donc vous avez une période de croissance qui est diminuée, donc une maturation accélérée, et en plus, vous avez un taux de croissance au cours du développement qui est vraiment optimisé par cette association avec cette bactérie Lactobacillus plantarum, qui est un commensal naturel de la drosophile. Donc cet ensemble d'expériences permettait de mettre en évidence que au moins cette espèce bactérienne et certaines souches de cette espèce bactérienne sont bien des mutualistes, donc des commensaux qui ont un effet bénéfique sur la physiologie de l'individu. Et donc en parallèle à nos travaux qu'on a publiés en 2011, des collègues en Corée du Sud avaient développé des approches très similaires et avaient identifié d'autres espèces de bactéries du genre Acetobacter et d'autres souches bactériennes qui ont des caractéristiques assez similaires des lactobacilles. Donc ce phénotype de croissance accélérée n'est pas restreint aux lactobacilles. D'autres membres de la communauté microbienne, donc d'autres commensaux de la drosophile, ont cette caractéristique de promotion de la croissance, ce qui montre aussi potentiellement la redondance fonctionnelle entre les différentes espèces
Et donc des questions qu'on pose actuellement au laboratoire sont d'essayer de comprendre si des souches d'acétobactères et des souches de lactobacilles interagissent et entrent dans un partenariat pour justement interagir avec l'animal. Donc ça sont les études à l'heure actuelle qu'on développe au laboratoire. Donc je vous ai mentionné qu'on réassociait ces individus axéniques avec des souches purifiées de Lactobacillus plantarum. Et donc on a mis en place au laboratoire un souchier assez large de souches de lactobacilles isolées de différentes niches écologiques. Donc on a récupéré des isolats humains, des isolats issus d'animaux, des isolats évidemment issus de drosophiles ou de plantes. Et on a criblé, testé une à une ces souches avec ce test assez simple. Donc on peut produire en masse des embryons stériles, enfin germ-free, axéniques, pardon, chez la drosophile au laboratoire, et on les réassocie population d'embryons par population d'embryons avec une souche unique de Lactobacillus plantarum avec un phénotype, donc une observation visible simple qui nous permet de différencier après 7 jours de développement sur cette diète appauvrie un phénotype donc extrêmement marqué chez les individus axéniques, vous voyez, qui sont tout petits au bout de cette durée de développement en sous-nutrition chronique, et les individus associés à cette bactérie Lactobacillus plantarum WGL, cette souche-là, avec un phénotype quantitatif et quantifiable extrêmement robuste. Et donc on a criblé comme ça toute une collection de souches qui sont illustrées ici. Vous avez ici la taille des larves 7 jours après leur développement sur un milieu carencé en levure. Ici, c'est la taille à J7 des individus axéniques. Et ici, en bleu foncé, la taille des individus, la taille moyenne, hein, avec beaucoup de variabilité dans la population. On a ici des centaines d'animaux testés par souche, hein, donc c'est un aspect, il y a de la variabilité, mais c'est très quantitatif. Ici, c'est notre souche de référence que je vous ai présentée précédemment. Et vous voyez qu'en fait, on a tout un continuum d'effets avec des souches qui ne sont pas promotrices de croissance, qui se développent sur le milieu drosophile, qu'on retrouve dans l'intestin, donc ce n'est pas une histoire de souches qui ne sont pas capables de coloniser. Donc c'est des souches qui n'ont pas la caractéristique et la fonctionnalité pour promouvoir la croissance, des souches qui ont un effet intermédiaire, des souches qui ont un effet fort, et on a même identifié très récemment des souches qui ont une capacité accrue à promouvoir la croissance, mais ces souches ne sont pas des souches naturelles, ce sont des souches évoluées, issues de souches intermédiaires qu'on a sélectionnées au cours du temps, qui ont acquis et qui ont maturé cette capacité à promouvoir la croissance. Donc le résultat marquant de cette approche, c'est clairement que ce phénotype est clairement un phénotype dépendant d'une espèce bactérienne, mais en particulier de souches bactériennes. C'est vraiment un phénotype souche spécifique. Donc vous voyez, on a mis en place, grâce à ce modèle, qui est un modèle simple qu'on peut contrôler au laboratoire, on a un hôte, la drosophile, une seule de ses commensales, Lactobacillus plantarum. On peut faire de la génétique, donc on peut ingénierer le génome de lactobacille, on peut modifier le génome de la drosophile, on peut faire des approches ciblées, mais on peut aussi faire des approches aléatoires de mutagénèse, et je vous donnerai un exemple dans les diapositives qui suivent de mutagénèse chez le lactobacille. Et on a un phénotype physiologique de développement qui est extrêmement robuste et quantitatif, qui nous permet vraiment de voir des effets subtils aussi. Et donc l'idée au laboratoire est de développer cette approche fonctionnelle des deux côtés du partenariat entre la bactérie et l'animal pour essayer de comprendre ce dialogue moléculaire qui est à la base de ce phénotype, donc cette promotion de croissance chez l'animal. Donc dans cette diapositive, je vous résume juste 2 publications des années précédentes, et par la suite, je vous présenterai une dernière histoire qu'on a réalisée récemment. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'une voie de signalisation bien connue chez les insectes et puis dans le règne vivant, qui est la voie de signalisation TOR, est vraiment importante dans 2 organes endocriniens chez la drosophile pour médier ce phénotype de croissance accrue en présence de la bactérie. Puisque des pertes de fonction spécifiques dans ces 2 tissus, dans l'un ou l'autre de ces tissus, de cette voie de signalisation TOR, donc de cette kinase en fait, qui est bien connue comme étant une molécule qui est activée par la concentration d'acides aminés dans la cellule ou dans la circulation. On a pu mettre en évidence que cette voie de signalisation était requise dans ces 2 tissus, et ce qui était déjà connu dans la littérature, c'est que ces 2 tissus-là sont des tissus clés
pour la production de l'hormone de maturation chez les insectes, donc cette hormone stéroïdienne qui est l'ecdysone, qui contrôle les passages, les mus des différents stades larvaires et de l'entrée en métamorphose. Donc on a là, ici, un lien direct avec ce paramètre de maturation. Et ce qu'on a pu mettre en évidence aussi, c'est que cette voie de signalisation, dans le corps gras, qui est l'analogue de la masse graisseuse chez les mammifères, est requise pour transmettre un signal qui n'est encore pas totalement caractérisé. Il y a des études récentes qui ont mis en évidence certains facteurs de communication entre les différents tissus. Mais dans le cerveau, certaines cellules sont productrices de insulin-like peptides, qui sont des analogues des insulines, des facteurs de croissance analogues à l'insuline, les IGF. Et chez les insectes, on les appelle les insulin-like peptides. On a pu mettre en évidence que cette voie de signalisation TOR est nécessaire dans ces deux tissus pour contrôler la production de l'ecdysone et la production d'insulin-like peptides, et que ces deux acteurs endocriniens, ces deux hormones, cette hormone et ce facteur de croissance, leur production est augmentée en présence de la bactérie. Alors évidemment, on avait progressé dans la compréhension du mécanisme macroscopique, donc c'est bien un mécanisme dépendant de ces hormones étant déjà bien caractérisées pour leur rôle dans la réponse de l'animal à la nutrition. Donc on faisait encore un lien entre nutrition et présence de la bactérie dans l'intestin, mais évidemment on avait très peu d'informations sur ce qui se passait au niveau de l'intestin, qui est vraiment l'interface entre ces bactéries qui sont dans la lumière du tissu, dans la lumière du tractus intestinal, et ce système endocrinien qui est vraiment dans la circulation. Donc deux études dans les années qui ont suivi ont mis en évidence que la présence de la bactérie dans l'intestin déclenche l'activation d'un programme de transcription. Donc le noyau est activé et va déclencher un programme d'expression génique en réponse à la bactérie qui favorise l'expression et la production d'enzymes digestives. Donc la présence de la bactérie elle-même va induire dans les entérocytes, donc les cellules épithéliales de l'intestin, la production de ces enzymes digestives. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que l'activité de peptidase intestinale était augmentée en présence de la bactérie dans l'intestin, et que cette activité corrélait avec une augmentation de l'assimilation d'acides aminés venant de la nourriture, et même du catabolisme de ces acides aminés. Donc des études de métabolomique ont permis de mettre en évidence ces métabolites et ces produits de dégradation des acides aminés en réponse à la présence de la bactérie. Donc on a clairement une indication que cette association entre une nutrition appauvrie, mais en présence de cette bactérie, permet, malgré la pauvreté de la nutrition, de favoriser la croissance en potentialisant la production de ces enzymes digestives, et donc en potentialisant la digestion de ces nutriments qui sont certes réduits, dont la quantité est réduite dans la nutrition. Donc évidemment, les questions qui restaient en suspens étaient quels sont les modes régulatoires de cette réponse digestive, donc comment ces enzymes digestives sont induites par la présence de la bactérie. Et c'est là où on est passé de l'autre côté du partenariat, en essayant d'aller interroger cette fois-ci non plus la drosophile, mais plutôt le génome de la bactérie, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans le génome de la bactérie, quels sont les mécanismes codés dans le génome qui sont nécessaires pour induire l'expression de ces enzymes digestives et induire cette réponse développementale. Donc ça, c'est une histoire qui a été publiée juste ce mois-ci dans Nature Microbiology, qui a été menée par une stagiaire postdoctorante au laboratoire, Renata Matos. Et donc, elle s'est lancée dans une approche génétique classique, non biaisée, vraiment. On a mutagénéisé de manière totalement aléatoire le génome de Lactobacillus plantarum, d'une souche de référence qui promeut la croissance, à l'aide de transposons qui vont aller s'insérer un peu de manière aléatoire dans le génome. On a généré une collection de 2091 insertions de transposons insérés dans le génome, donc qui vont générer des altérations dans ce génome. Et Renata a donc criblé une à une ces souches modifiées de notre bactérie dans notre contexte, et elle a criblé donc chacune de ces souches pour leur capacité à promouvoir la croissance. Et on a comparé ces souches une à une à la souche référence non mutagénisée.
Et avec ce processus, elle a sélectionné une trentaine d'insertions qui avaient une altération de la dynamique de croissance. Et après maintes retests, elle a pu caractériser 5 à 7 candidats, 7 en l'occurrence, candidats souches avec une insertion qui altérait 7 fonctionnalités dans le génome qui se traduisent par un retard de développement. Donc la souche bactérienne n'a plus la même capacité à promouvoir la croissance. Et parmi ces 7 candidats, une insertion a attiré vraiment notre attention. C'est une insertion dans le gène PBPX2, parce que ce gène-là est un gène proche, est un gène qui code une protéine de la même famille de molécules qui sont bien connues pour contrôler la biosynthèse de la paroi et du peptidoglycane, qui est un composant majoritaire de la paroi des bactéries à gram positifs comme les lactobacilles. Et donc, on était très intéressés à essayer de comprendre le lien entre cette paroi bactérienne et donc l'entérocyte, les cellules épithéliales de la drosophile, et de voir le lien entre ces altérations de la paroi et la production des enzymes digestives. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce gène PBPX2, en fait, il est dans un opéron. Donc, c'est une unité de transcription qui code différentes protéines. Et dans cet opéron, vous avez des gènes de l'opéron DLT. Et l'opéron DLT est bien connu dans plein d'espèces bactériennes comme étant nécessaire, non plus pour modifier le peptidoglycane, un composant majeur de la paroi, mais un autre composant majeur de la paroi que sont les técoïques acides, les acides técoïques. Et en particulier, l'opéron DLT est responsable de l'ajout de résidus alanine sur ces acides técoïques, et donc modifie la charge des acides técoïques et donc de la paroi bactérienne. Donc il y a toute une littérature sur cet ajout des alanines, des résidus alanines sur les acides técoïques et beaucoup de fonctionnalités connues chez les bactéries liées à cette modification. Et donc le fait d'avoir une mutation qui altère, qui est insérée dans un gène prédit comme étant impliqué dans la biosynthèse du peptidoglycane, qui est lui-même adjacent à un ensemble de gènes qui est prédit, enfin, qui sont caractérisés comme étant une machinerie qui modifie les acides técoïques, mettait vraiment le doigt sur la paroi bactérienne et le rôle de la paroi bactérienne dans le phénomène qu'on étudiait. Donc on a décidé d'aller un petit peu plus loin avec ce mutant-là. Et donc le phénotype qu'on obtient, on prend des individus, des embryons germ-free, qu'on laisse se développer pendant 7 jours en carence nutritionnelle, en sous-nutrition chronique, et vous avez donc des larves de drosophiles qui font à peu près 2 mm à PC 7 jours, ou une population mono-associée avec la souche de référence, c'est le phénotype classique, où cette fois-ci les larves sont 2 fois plus grosses en moyenne dans la population, elles font à peu près 4 mm. Et donc le phénotype de la mutagénèse, c'est ce transposon qui est inséré dans ce gène PBPX2, et quand vous associez des embryons germ-free avec cette souche, avec l'insertion, vous voyez ce phénotype proche d'un individu germ-free, très distant de l'individu associé avec la souche sauvage, donc un phénotype typique de perte de fonction. Donc ce que Renata a fait par la suite, c'est de dessiner des mutations propres, c'est-à-dire qu'elle a, par recombinaison homologue, elle a délété spécifiquement le gène PBPX2, ou spécifiquement l'ensemble de l'opéron DLT, ou l'entièreté de l'opéron PBPX2 ou DLT. Et donc elle a regardé les phénotypes résultant dans ces nouvelles souches bien caractérisées. Et donc ce que vous pouvez observer, c'est qu'il faut déléter l'entièreté de l'opéron pour obtenir le même phénotype que la souche avec l'insertion. Si vous délétez juste le gène PBPX2, vous avez un phénotype intermédiaire, ou si vous délétez juste les gènes DLT, vous avez aussi un phénotype intermédiaire. Vous avez vraiment une synergie entre la délétion de PBPX2 et de DLT, des gènes DLT. Donc il faut vraiment enlever l'opéron entier. Donc il doit y avoir une interaction entre ce gène PBPX2 et les gènes DLT qui semblent être tous ensemble nécessaires pour médier ce phénotype de croissance. Aujourd'hui, PBPX2 n'est pas caractérisé, et donc là, on va travailler dans les mois qui viennent avec des collaborateurs qui sont spécialistes de la paroi et de la biochimie de la paroi pour essayer de comprendre vraiment le rôle de cette protéine qui n'est pas connue. Par contre, l'opéron DLT est clairement bien établi, comme je vous le disais, pour modifier les acides técoïques. Donc, sachant qu'on avait déjà pas mal d'informations sur le rôle de ces gènes DLT sur la modification de la paroi et des acides técoïques, on a voulu vérifier si le mutant qui délétait l'opéron
entier, donc le mutant que j'appellerai maintenant delta opéron, présentait les mêmes caractéristiques que des mutations de l'opéron DLT dans d'autres espèces bactériennes. Et ce qui était déjà connu, c'est que la taille des cellules est altérée dans les mutants de l'opéron DLT. Et dans les delta-opérons chez Lactobacillus plantarum, donc les souches qu'on a générées, on voit bien une diminution de l'épaisseur des cellules et une forme des cellules un petit peu plus aplatie que la cellule sauvage. Et ça rappelle des phénotypes qui ont été vus chez Bacillus subtilis ou d'autres lactobacilles. Et donc, ce qu'on a terminé de faire avec des collaborateurs à l'INRA de Jouy-en-Josas, en particulier Marie-Pierre Chapeau-Chartier, on a caractérisé, en fait le contenu en D-alanine de la paroi pour vraiment vérifier si l'altération biochimique qu'on était supposé avoir, étant donné le rôle de cet opéron, si vraiment les acides técoïques et la paroi étaient déalanylés, donc il y avait un ajout de D-alanine sur cette paroi. Et donc, chez une souche sauvage, on a un contenu en alanine très marqué qui est totalement absent dans le mutant dépourvu de cet opéron. Donc, on est face là bien à une altération à minima de la déalanylation des acides técoïques et peut-être aussi une altération du peptidoglycane, mais ça, pour l'instant, on n'a pas encore de preuves formelle d'une altération du peptidoglycane qui serait liée à l'activité de la molécule PBPX2. Donc, semble-t-il, on a une corrélation entre l'estérification des acides técoïques avec la déalanine et ce phénotype de croissance chez la drosophile. Donc, pour vraiment asseoir ce phénotype-là et vraiment démontrer que c'est bien cette modification de la paroi dans ce mutant qui est nécessaire au phénotype qu'on a observé, qui est la cause du phénotype, on a fait un sauvetage phénotypique, un sauvetage biochimique. C'est-à-dire qu'on a pris des individus, des embryons de drosophiles axéniques, qu'on a monoassociés avec la souche mutante, donc DLT pour l'opéron en entier. Donc ce phénotype qui n'active pas la croissance de manière maximale chez la drosophile. Et on a complémenté ces individus, soit donc on a rajouté un tampon salin stérile, soit des préparations de parois bactériennes issues du mutant ou des parois bactériennes issues de la souche sauvage. Et quand vous traitez les individus, les drosophiles monoassociés avec la souche mutante, avec de la paroi du mutant, vous avez toujours le même phénotype en termes de dynamique de croissance. Par contre, si vous traitez la drosophile associée avec la souche bactérienne mutante, mais vous la traitez avec de la paroi sauvage, et bien là, vous sauvez le phénotype et vous avez une réaccélération du développement. Ce qui vous démontre que cette paroi sauvage est absolument nécessaire pour ce phénotype médié par la bactérie. Toutefois, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a refait ces mêmes expériences en absence de bactéries, en traitant les larves de drosophiles axéniques juste avec la paroi, pour voir si la paroi était suffisante pour médier le phénotype. Et là, on n'a vu aucun effet. Donc la paroi à elle seule n'est pas suffisante. Elle participe, et en particulier les modifications que vous avez dans la paroi liées à l'activité de cet opéron sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes chez un individu pour conférer la croissance. Donc il y a d'autres activités dans la cellule plantarum qui sont nécessaires pour la croissance, et ça va être l'objet de nos futures recherches dans le futur. Et de même, chez la souche sauvage, si vous rajoutez de la paroi mutante ou sauvage sur une bactérie qui est déjà sauvage, vous n'avez pas d'effet additif. Donc on est là ici vraiment face à un système multipartite, multifonctionnel, où vous avez une bactérie dans la présence, qui est présente dans la lumière de l'intestin, dont une partie de sa paroi, donc le peptidoglycane, et ça ce sont des études qu'on avait caractérisées, qu'on avait réalisées il y a quelques années, est nécessaire et active une voie de signalisation, qui est une voie de signalisation NF-κB qui est active, qui est très similaire à des voies de l'inflammation chez les mammifères. Et cette voie de signalisation est nécessaire pour activer l'expression de ces peptidases que je vous mentionnais tout à l'heure. Et on avait postulé à la fin de cette publication qu'il devait exister d'autres systèmes de reconnaissance de Lactobacillus plantarum, parce que si vous prenez des mutants de cette voie de signalisation chez la drosophile et que vous les associez à Lactobacillus plantarum, vous avez toujours une induction des peptidases, certes diminuée, mais toujours présente. Et donc on s'est posé la question si cette modification des acides técoïques, cette fois-ci, donc grâce aux mutants qu'on a identifiés, pouvait être une des sources de signaux qui activent cette autre voie de signalisation.
Donc pour cela, on a repris notre protocole, on a pris des individus axéniques qu'on a réassociés soit avec un tampon salin, la bactérie sauvage ou la bactérie mutante. On a laissé les individus se développer pendant quelques jours, on les a étudiés, on a récupéré leurs intestins et on a pu regarder l'activité de ces peptidases intestinales et aussi leur expression. Et donc ce qui vous est montré sur ces graphiques, c'est qu'un individu germ-free, donc axénique, associé à un tampon salin, a une activité basale de peptidase qui est augmentée très significativement en présence de la bactérie sauvage, et cette augmentation est fortement réduite lorsque cet individu est associé à la bactérie mutante. Et en corrélation avec ce phénotype biochimique d'activité protéolytique, on a pu observer que des gènes codants pour ces peptidases intestinales, alors il y en a beaucoup dans le génome, on en utilise 2 qui sont des gènes marqueurs de cette réponse au niveau transcriptionnel. Leur niveau basal d'expression est ici représenté pour ces 2 peptidases chez les individus axéniques, et vous voyez que leur niveau d'expression est augmenté très significativement en réponse à la bactérie sauvage. Par contre, en réponse à la bactérie mutante, vous avez un effet où leur induction est altérée, et donc leur induction est réduite en réponse à la mutation, mais vous observez quand même qu'il y a toujours une induction significative en réponse aux mutants, mais moins forte. Donc on s'est posé la question si cette réponse au niveau peptidase intestinale était, je reformule, si la paroi bactérienne, dans ce contexte-là, était suffisante pour déclencher non plus la croissance cette fois-ci, mais l'activité de ces peptidases intestinales. Et donc pour cela, on a pris des individus axéniques qu'on a réassociés avec un tampon salin, avec la paroi des cellules bactériennes sauvages ou la paroi des cellules bactériennes mutantes, et on a regardé l'expression de ces enzymes digestives. Et donc ce que vous pouvez voir sur cette diapositive, donc ici on est dans une cinétique de court terme, puisqu'on traite avec une paroi purifiée, on n'est plus face à un organisme vivant, la bactérie n'est plus présente, c'est juste sa paroi. On a pu observer que 6 heures et 24 heures après ce traitement avec de la paroi sauvage était très performante à induire l'expression de ces peptidases, alors que la paroi mutante, à 6 heures, n'induisait pas la réponse et l'induisait plus faiblement à 24 heures. Et ça, on observe ce même résultat sur 2 types de peptidases. Donc vous voyez, la paroi est suffisante pour déclencher la réponse au niveau de l'expression des peptidases, mais pas suffisante pour déclencher la croissance d'un individu. Donc il y a probablement d'autres processus que ces enzymes digestives qui sont nécessaires pour médier ce phénotype macroscopique de croissance et d'anabolisme. Toutefois, il y a cette réponse au niveau intestinal. Donc on a voulu tester l'hypothèse selon laquelle ces acides técoïques et cette modification des acides técoïques activaient une autre voie de signalisation que la voie de signalisation qui était déjà caractérisée. Donc pour cela, on a réalisé d'expériences dans un fond génétique chez la drosophile cette fois-ci, où cette voie de signalisation n'était plus fonctionnelle. Donc c'est la mutation DREAD. Et dans ce mutant-là, en fait, on a associé les individus DREAD à la souche bactérienne sauvage ou mutante. Et vous voyez que cette fois-ci, le niveau d'induction, je vais prendre l'autre gène puisqu'il est encore plus parlant, le niveau d'induction de ce gène-là dans le mutant DREAD est très fort, mais le niveau d'expression est diminué. Et cette fois-ci, à la différence de la drosophile sauvage, où vous avez une activité résiduelle du gène codant la peptidase, cette fois-ci, quand vous combinez la mutation chez la bactérie et la mutation chez l'animal, vous voyez que le gène n'est plus du tout induit en réponse à la bactérie. Donc vous avez bien, semble-t-il, une reconnaissance au moins par 2 mécanismes, si ce n'est plus, qui sont à la base de l'activation de cette voie de signalisation qui est dépendante de ce gène DREAD, mais aussi de cet autre processus qui est altéré par la mutation de l'opéron PBPX2 DLT dans la paroi de Plantarum. Et donc pour aboutir l'analyse au niveau phénotypique, au-delà de l'induction des peptidases, on a regardé aussi l'effet sur la croissance de cette mutation dans le génome de la drosophile, cumulée à la mutation chez la bactérie, au niveau non plus des peptidases, mais cette fois-ci au niveau de la croissance. Ce que vous pouvez observer ici, c'est le phénotype que je vous ai montré au début, les larves stériles, les larves monoassociées avec la souche sauvage et les larves monoassociées avec la souche mutante, et là on parle de larves sauvages, ou au contraire des larves qui ont un génotype avec une mutation qui bloque cette voie de signalisation, pas d'effet en réponse chez l'individu axénique, pas d'effet chez l'individu associé avec la bactérie sauvage,
par contre un effet cumulatif des deux génotypes avec une altération marquée de la croissance dans ce contexte-là. Donc, quand on parle du dialogue moléculaire, ici, on est face à exactement un exemple de ce type-là. On a une voie de signalisation chez l'animal qui est importante pour médier ce phénotype de croissance, mais aussi une caractéristique moléculaire de la paroi de ce lactobacille qui est aussi nécessaire et importante pour ce dialogue entre cette bactérie et cet entérocyte, donc cette cellule épithéliale intestinale, qui va déclencher tout un processus local puis systémique pour promouvoir la croissance. Donc on en arrive à un modèle à l'heure actuelle de travail qui est tout frais, hein, qui date de ce mois-ci, où on a deux déterminants de la paroi, le peptidoglycane et les técoïques acides, et donc des modifications de ces peptidoglycanes ou des structures bien particulières de cette paroi, sur le peptidoglycane et sur l'acide técoïque, qui vont être sentis, reconnus par l'entérocyte, par les cellules épithéliales intestinales, par des voies de signalisation distinctes, et là il y a une grosse inconnue, et on travaille très très fort en ce moment sur cette grosse inconnue, pour essayer de caractériser les bases de la reconnaissance et de la signalisation de ces deux motifs moléculaires, pour activer une réponse intestinale au niveau des peptidases qui participe partiellement au phénotype macroscopique. Et on est évidemment tout à fait persuadé qu'en aval de cette reconnaissance de la paroi, on a d'autres processus que l'activation des peptidases. Donc on est en train de faire des études de transcriptomique pour essayer de comprendre au-delà des peptidases quels sont les autres gènes influencés par ces mécanismes de reconnaissance. Et nous sommes aussi persuadés qu'il existe d'autres déterminants dans le génome de Plantarum qui favorisent le phénotype de croissance en plus de ces déterminants de la paroi. Donc vous voyez, on arrive vraiment à un système où, en partant d'un phénotype très macroscopique, le rôle des bactéries commensales sur la croissance, on peut aller, grâce à la puissance de ces organismes modèles, à flore contrôlée, dans un environnement nutritionnel contrôlé, descendre vraiment très très profond dans la mécanistique et dans l'aspect moléculaire de ce dialogue entre les bactéries commensales et, là en l'occurrence, bactéries mutualistes et leurs partenaires animaux, sur des phénotypes clairement physiologiques et de croissance. Donc, juste pour résumer cette première partie, on a clairement ce système où on peut développer la génétique et poser des questions liées à l'effet de la nutrition sur la physiologie animale et avoir vraiment s'interroger comment l'environnement microbien influence cette association. Et donc, vous avez là ce modèle simple mais puissant en utilisant la drosophile, la sous-nutrition chronique comme un challenge nutritionnel et une bactérie commensale telle que Lactobacillus plantarum, mais c'est un modèle et évidemment dans la nature il y a de nombreuses autres espèces bactériennes et souches bactériennes qui doivent avoir ce type d'effet et probablement d'autres contextes environnementaux qui sont aussi façonnés par ces bactéries commensales. Donc la deuxième partie de ma présentation va focaliser sur des études qu'on a faites ces dernières années pour essayer de transposer certains des concepts et certains des phénomènes qu'on a caractérisés à l'aide de notre modèle drosophile sur des individus plus complexes que sont les mammifères. Et ça fait écho à un questionnement qui a été soulevé dans la communauté scientifique il y a quelques années. C'est le rôle du microbiote intestinal, donc ces communautés microbiennes qui sont présentes dans nos intestins et qui sont présentes dans tous les intestins de tous les mammifères et tous les animaux, et le lien entre ce microbiote intestinal et la sous-nutrition. Et vous allez voir que ça fait écho à beaucoup de choses qu'on a développées chez la drosophile dans un modèle beaucoup plus simple. Donc, comment on définit la sous-nutrition chez les mammifères? Il y a deux grandes familles, deux grands types de sous-nutrition. C'est un peu simpliste comme dichotomie, mais c'est juste pour mettre les choses au clair. La sous-nutrition aiguë sont les famines sévères que vous pouvez, les épisodes de famine sévères qui existent. Donc, la protein energy undernutrition, donc la sous-nutrition liée à une diminution de prise énergétique ou protéique, mais courte dans le temps et extrêmement sévère. Ou alors vous avez la sous-nutrition chronique. Cette fois-ci, vous avez une altération de l'assimilation de nutriments ou de la disponibilité de nutriments qui n'est pas aussi marquée que dans la sous-nutrition aiguë, mais qui est surtout maintenue dans le temps, sur des périodes longues. Et ça déclenche deux types de syndromes assez distincts.
un syndrome donc avec l'anglicisme wasting, donc qui est vraiment une perte de poids extrêmement forte, avec des entéropathies, avec de l'inflammation qui est déclenchée dans ces syndromes aigus. Alors que dans la sous-nutrition chronique, vous avez un syndrome qui se met en place, plutôt un syndrome hormonal, de résistance à l'hormone de croissance, on va y revenir après, où les animaux ou les enfants qui sont sujets à ces déficits nutritionnels prolongés vont avoir une dynamique de croissance qui va être altérée, donc une petite taille en fait. Il y a un retard de maturation chez les animaux, mais aussi chez les humains. Donc là, on est face à un système clairement sur une dynamique de croissance linéaire qui est altérée. Et donc des travaux en particulier du laboratoire de Jeff Gordon ont mis en évidence ces dernières années que dans les contextes de sous-nutrition aiguë, vous aviez clairement une altération de la mise en place de ces communautés microbiennes symbiotiques de l'intestin chez l'homme en particulier, et que ces altérations des communautés étaient causales pour au moins une partie des phénotypes déclenchés par cette sous-nutrition, en utilisant des modèles animaux à flore contrôlée, donc des individus, des souris stériles, colonisés par le microbiote d'individus qui étaient sous-nourris, et ils ont pu mettre en évidence la transmission juste par ce microbiote immature de manifestations cliniques telles que les pertes de poids extrêmement sévères sur ces modèles animaux murins à flore contrôlée, à flore issue de patients qui venaient de conditions sous-nourries. Donc ces études mettent en évidence que ce microbiote immature, déséquilibré, présent chez ces patients qui étaient en sous-nutrition aiguë, est vraiment important dans le déclenchement d'une partie des phénotypes de certaines pathologies liées à la sous-nutrition aiguë, comme en particulier la perte de poids extrêmement sévère chez ces patients. Pour autant, il y a quelques années, on n'avait encore aucune indication du rôle du microbiote dans la sous-nutrition chronique. Les choses ont évolué depuis. Donc pour aborder cette question, on a développé une collaboration très fructueuse avec le laboratoire de Anna Kozakova en République tchèque, à l'Institut de microbiologie. Ce sont des experts en autobiologie, donc c'est cette science qui permet d'élever, c'est cette technologie qui permet d'élever les animaux dans un environnement microbien contrôlé. Donc vous avez ici des isolateurs où les animaux sont élevés dans ces bulles en fait, ou cas extrême, comme je vous le disais en introduction, ces animaux sont élevés en environnement totalement aseptique, stérile, ou alors au contraire dans un environnement défini au niveau microbien. Donc le premier type d'étude qu'on a fait en collaboration avec Anna Kozakova est d'étudier la dynamique de croissance entre un individu germ-free ou entre des individus germ-free, axéniques, ou des individus conventionnels. Et donc ces deux lignées ont été élevées en laboratoire et on a pu étudier au cours du temps la dynamique de croissance au sevrage des animaux lorsqu'ils étaient face à un régime alimentaire pauvre en protéines. Donc l'idée était vraiment d'étudier les descendants qui avaient été gardés avec la mère jusqu'au sevrage sur une nutrition optimale d'élevage. Puis après au sevrage, les souriceaux ont été élevés dans des conditions de challenge nutritionnel, donc avec une diète qui était isocalorique, qui avait la même teneur en calories, mais par contre la quantité de protéines était fortement diminuée. Et dans ce contexte-là, on a observé des effets dramatiques de l'absence du microbiote intestinal, parce qu'on a étudié la dynamique, donc ici la prise de poids ces individus, qui est optimale jusqu'au sevrage, puisque c'est les animaux, les juvéniles sont gardés avec la mère sur une nutrition optimale, et eux, ils sont nourris avec le lait maternel. Et à ce sevrage ensuite, vous avez la dynamique de croissance des souriceaux, donc ici on ne parle que des mâles, des souriceaux mâles sur la nutrition optimale, vous voyez cette dynamique de prise de poids. Dynamique qui est fortement altérée chez les individus avec un microbiote lorsqu'ils sont soumis à ce régime alimentaire déplété en protéines. Vous voyez une perte de poids pendant la semaine d'adaptation sur cette nouvelle nourriture, pauvre en protéines, et puis une capacité quand même à rebondir et à déclencher une croissance, une prise de poids pendant les semaines qui suivent, mais qui est moindre que la situation normale en conditions optimales de nutrition. Et chez les individus axéniques, par contre, vous voyez cette perte de poids accrue et une grosse difficulté à réenclencher la prise de poids. Ce qui était étonnant et marquant, c'est que ce n'est pas juste une prise de masse musculaire ou une masse graisseuse. Tous les organes des animaux dépourvus de microbiote étaient beaucoup plus petits
que les individus avec un microbiote, et en particulier, la taille des animaux était fortement impactée. Et la dynamique de croissance, donc cette fois-ci la croissance linéaire, donc de la mesure du museau à la base de la queue, vous voyez la dynamique de croissance en prise de taille chez l'individu bien nourri, conventionnel, donc avec un microbiote, et l'individu mal nourri, avec un niveau de protéines diminué, en souris conventionnelle avec un microbiote. Toujours cette première semaine d'adaptation où les animaux sont vraiment en challenge, et après ils réussissent à réactiver leur dynamique de croissance, mais qui est moindre que celle observée en nutrition optimale. Et les individus stériles, axéniques, sans microbiote, qui sont complètement gelés dans leur croissance, complètement stunted en anglais, complètement bloqués dans leur dynamique de croissance. Et ça se traduit par ces animaux qui sont tout petits, en fait, donc, qui miment vraiment ces effets de sous-nutrition chronique et de blocage de leur dynamique de croissance. Et ce phénotype se traduit clairement au niveau de la taille des os, hein, c'est vraiment un phénotype de croissance linéaire, avec par exemple un fémur qui est une taille fortement altérée chez les individus en absence de microbiote par rapport aux individus conventionnels. D'autres paramètres morphométriques des os sont aussi altérés, tels que les trabécules, qui sont une partie de l'os qui permet d'optimiser la rigidité de l'os, et aussi l'épaisseur de l'os était altérée chez les individus de Jeffrey. Donc on a vraiment un lien entre microbiote intestinal, nutrition, et dynamique de croissance de l'os, et donc de la taille, de la stature de l'animal chez le mammifère, chez la souris aussi. Et donc ces résultats établissaient donc le microbiote au sens large, hein, cette fois-ci, la communauté était vraiment nécessaire pour maintenir une dynamique de croissance optimale, donc croissance tissulaire mais croissance squelettale, en conditions de sous-nutrition. Et donc, sur la base des résultats qu'on avait obtenus chez la drosophile, où on avait identifié ces lactobacilles, ces souches de lactobacilles promotrices de croissance, on s'est posé la question si par hasard, ces individus axéniques, qui ont donc ce retard de croissance, qui n'ont plus cette capacité à croître en conditions de sous-nutrition chronique, est-ce que ces souches de lactobacilles qui ont cette capacité chez la drosophile auraient éventuellement cette capacité chez les mammifères? Donc, la logique d'une souche bactérienne qui aurait la capacité de promouvoir la croissance, est-ce qu'elle est conservée dans le règne animal et donc chez les mammifères? Donc pour ça, on a repris nos deux souches modèles qu'on avait caractérisées dans notre crible de nombreuses souches, une souche promotrice de croissance optimale qui nous fait qui augmente la croissance chez la drosophile de manière optimale, et une souche avec un effet intermédiaire chez la drosophile. Et donc on a dérivé des modèles murins mono-associés cette fois-ci, donc c'est une souris dépourvu de microbiote, qu'on réassocie avec une seule souche bactérienne, donc c'est extrêmement artificiel, mais l'idée est vraiment de voir la capacité fonctionnelle de cet isolat bactérien. Donc on a réassocié des souches, des lignées de souris germ-free avec cette souche WGL, promotrice de croissance chez la drosophile, ou la souche NISO, qui est intermédiaire chez la drosophile. On a élevé ces animaux en isolateurs et on a étudié la dynamique de croissance, comme précédemment, de leur descendance, des souriceaux, élevé avec la mère sur une diète optimale jusqu'au sevrage, et après élever les individus élevés sur cette diète carencée. Et donc les résultats ont été très spectaculaires, à notre surprise pour commencer, puisqu'on a réussi à mimer dans ces expériences les individus mono-associés avec cette souche optimale chez la drosophile, mise dans une souris germ-free. On avait une dynamique de croissance chez ces individus quasi similaire à celle qu'on observe avec des individus conventionnels. En termes de prise de poids et de prise de taille, ces individus performaient extrêmement bien, alors que les individus associés à la souche intermédiaire caractérisée chez la drosophile avaient eux-mêmes une dynamique de croissance intermédiaire. Alors évidemment, ces souris n'ont pas une physiologie optimale, leur système immunitaire est extrêmement mal développé, leur métabolisme est aussi très altéré, leur comportement n'est pas naturel. Donc cette souche bactérienne a clairement un effet extrêmement marqué sur la dynamique de croissance, sur la croissance linéaire, la croissance de l'os, mais elle ne récapitule pas à elle seule toutes les caractéristiques physiologiques et comportementales qu'un microbiote confère à un mammifère tel que la souris. Mais en tout cas, en ce qui concerne la croissance, on était vraiment très étonnés de voir cette dynamique de croissance totalement sauvée. Et même au niveau des os, on avait clairement un sauvetage au niveau de la dynamique de croissance osseuse, ce qui se traduit par cette taille d'individus similaire, avec cette souche. Donc ce résultat était très important parce qu'il démontrait de manière
extrêmement robuste, qu'une souche, et de manière souche bactérienne spécifique, une souche de bactéries pouvait influencer ce paramètre, qui est un paramètre quand même extrêmement macroscopique, tel que la croissance linéaire. Donc la question sous-jacente, et ce sera la dernière partie, c'est de savoir comment la croissance postnatale est régulée chez les mammifères. Et un des paramètres principaux qui dicte la dynamique de croissance chez le juvénile, chez les mammifères, chez nous, c'est l'axe somatotrope. C'est un axe endocrinien bien caractérisé qui implique l'hormone de croissance qui est produite par l'hypophyse et qui va aller agir au niveau des organes périphériques, sur le foie et sur les muscles, qui vont, eux, en retour, produire le facteur de croissance principal au cours de la croissance postnatale, qui est ce facteur IGF-1, qui va agir en local et en systémique pour activer la prolifération, la croissance des tissus et des os. Et ce qui est déjà, donc on a collaboré avec un collègue, Hubert Vidal, à l'hôpital, au laboratoire Carmen de l'INSERM à Lyon-Sud, pour aller caractériser cet axe somatotrope chez nos souris. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la littérature, il est déjà bien établi que cet axe somatotrope, son activité est altérée en réponse à des carences nutritionnelles ou des altérations nutritionnelles. C'est-à-dire qu'il est bien connu que chez des animaux ou chez des enfants qui ont des syndromes de sous-nutrition chronique, les titres circulants d'hormones de croissance ont, dans certaines conditions, tendance à augmenter, alors que le niveau sérique en circulation de l'IGF-1 est effondré. Parce que ce lien fonctionnel entre le titre d'hormones de croissance et la réponse physiologique naturelle de production de l'IGF-1 est rompu par un mécanisme qui est encore très mal compris à l'heure actuelle. Donc on s'est posé la question si cette altération de l'axe somatotrope, donc GH, hormone de croissance sur l'IGF-1, était altérée dans les souriceaux de nos expériences. Donc on a commencé à caractériser les titres circulants d'hormones de croissance. Et ici, ce qui est à noter, c'est qu'on avait une tendance à avoir une augmentation des titres sériques d'hormones de croissance chez les individus, soit stériles, soit associés à la bactérie, qui n'est pas extrêmement promotrice de croissance, et des titres d'hormones de croissance plutôt standards chez les individus conventionnels ou monoassociés avec notre souche de référence. Et de manière très intéressante, les titres circulants d'IGF-1, donc ce facteur de croissance principal, étaient vraiment augmentés chez les individus conventionnels et monoassociés avec la souche de lactobacille qui promeut la croissance, alors que chez les individus germ-free ou associés à la souche NISO, bien que les titres d'hormones de croissance soient élevés, les titres circulants d'IGF-1 étaient diminués. Donc ces résultats suggéraient que dans le protocole expérimental qu'on avait développé, on avait aussi, semble-t-il, un effet de diminution de la sensibilité à l'hormone de croissance chez ces animaux. Donc évidemment, on a voulu tester directement ça en regardant des marqueurs moléculaires de la voie de signalisation du récepteur à l'hormone de croissance, qui est donc l'activation dans les muscles de l'expression de gènes SOX3 et IGF-1. Et donc on voit bien que ces gènes-là sont plus fortement induits et exprimés dans les muscles des individus qui grandissent mieux, alors que le titre sérique d'hormones de croissance chez ces individus est plus faible que chez les individus germ-free ou associés à la souche NISO. Donc il semblerait, en effet, ce système de réduction de la sensibilité à l'hormone de croissance est en place chez ces individus. Donc on a décidé de tester cette hypothèse directement en soumettant ces animaux à des injections d'hormones recombinantes, d'hormones de croissance, pour tester leur sensibilité à l'hormone. Donc on a pris différents individus, on a injecté une dose connue d'hormones, et on a quantifié l'effet de cette hormone exogène sur le tissu de l'animal, mais cette fois-ci avec une dose bien connue. Donc si vous prenez un individu conventionnel, on a regardé un marqueur moléculaire qui agit très rapidement en aval de la liaison entre l'hormone et son récepteur sur le foie, qui est la phosphorylation de ce facteur de transcription STAT5. Et quand vous injectez une solution saline, pas de réponse. Quand vous injectez l'hormone recombinante chez une souris normale, conventionnelle, sous-nourrie, vous avez quand même une réponse du récepteur à l'hormone de croissance qui est absente et qui est perdue chez l'individu axénique. Ce qui vous montre que la même dose d'hormones injectée chez un individu dépourvu de microbiote ne déclenche plus de réponse,
Et on peut donc conclure de ça que les tissus de cet animal sont beaucoup moins sensibles, ont une sensibilité diminuée à une quantité donnée d'hormones de croissance. Et de manière extrêmement intéressante, chez les individus qui sont monoassociés avec la souche Plantarum WJL, on avait un sauvetage de cette sensibilité à l'hormone de croissance dans ce type d'expérience. Et chez les individus associés à la souche qui ne promeut pas la croissance, ce sauvetage n'est pas présent. Donc évidemment, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour essayer de comprendre comment cette souche de lactobacilles influence cet axe somatotrope et la sensibilité périphérique des tissus à cette hormone de croissance. Donc là, il y a tout un programme de recherche à développer sur ces questions-là. Mais au moins, cette étude a permis de mettre en évidence que, de manière extrêmement souche-spécifique, on était là face à des espèces bactériennes et des souches bactériennes qui ont la capacité d'influencer un paramètre physiologique animal chez les mammifères aussi macroscopique qu'est la croissance linéaire et la prise de taille. Et alors ces résultats ont été publiés l'année dernière et dans une même issue du journal Science, en parallèle à une étude du professeur Gordon sur un autre type de challenge nutritionnel qui est un challenge nutritionnel aigu, sur lequel il avait déjà beaucoup travaillé auparavant. Et leur étude est arrivée à des conclusions similaires, c'est-à-dire qu'ils ont purifié, ils ont isolé et caractérisé de manière souche-spécifique des souches bactériennes qui avaient aussi la capacité, dans leur modèle, de tamponner les effets délétères de la sous-nutrition aiguë sur la croissance des animaux. Donc nos deux études ont vraiment mis l'accent sur ce lien entre souches bactériennes et croissance et physiologie du juvénile sur des modèles murins, donc chez les mammifères. Donc les derniers résultats et les derniers projets en développement en laboratoire sont maintenant essayer de s'affranchir de ce système quand même très artificiel de la souris axénique réassociée avec une seule souche. Et donc les études qu'on développe aujourd'hui au laboratoire sont d'étudier des souris conventionnelles, des souris de laboratoire, qui sont soumises au même régime alimentaire après le sevrage, et d'avoir une approche dite probiotique, donc une approche thérapeutique dite probiotique, de complémentation et d'ajout de souches bactériennes. Donc on donne quotidiennement aux souriceaux qui sont sujets à cette sous-nutrition cette souche bactérienne promotrice de croissance et on étudie leur dynamique de croissance et on obtient des résultats assez marquants à l'heure actuelle. Les études sont en cours, mais avec des effets sur la prise de poids et surtout sur la prise de taille des individus qui sont très marqués. Je rappelle ici que ces animaux sont en sous-nutrition, donc on n'est pas dans une croissance optimale, on est déjà dans une croissance altérée. On ne fait que sauver une partie de la diminution de la croissance chez ces animaux par une approche probiotique en utilisant des souches spécifiques avec des fonctionnalités qui ont été caractérisées et criblées précédemment sur notre modèle drosophile. Et donc là, on a à nouveau chez une souris conventionnelle un effet promoteur de croissance de notre souche WJM. Et donc je vais m'arrêter là, juste en faisant un petit peu une conclusion sur les grands messages à retenir. C'est que de notre travail chez les insectes, chez la drosophile, mais aussi maintenant récemment chez la souris, on a clairement un effet de tampon du microbiote intestinal sur l'effet délétère de la sous-nutrition chronique sur la croissance. Donc on a vraiment cette notion de... Cette communauté bactérienne est là pour optimiser la dynamique de croissance de l'individu, et cet effet est extrêmement révélé dans les cas où l'individu est placé en stress, en particulier nutritionnel. Ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'on a un lien direct entre l'environnement microbien et l'endocrinologie et la sensibilité à différentes hormones, en l'occurrence l'hormone de croissance dans ce contexte. On a un effet souche spécifique, c'est vraiment important parce que c'est pas parce qu'on vous vend un lactobacille que toutes les souches de lactobacille vont être fonctionnelles. Donc ça, c'est extrêmement important à garder à l'esprit. On a une biologie très spécifique, un dialogue moléculaire qui est très spécifique dans ce contexte. Donc il est important de caractériser les souches bactériennes et leurs caractéristiques moléculaires et fonctionnelles. Donc on a vraiment un effet de ces espèces bactériennes de lactobacilles qui est souche spécifique. Et on a, semble-t-il, un effet très conservé dans le règne animal, en particulier pour ces lactobacilles, puisque je vous ai démontré aujourd'hui que ces souches de Lactobacillus plantarum ont un effet chez la drosophile, elles ont un effet aussi chez la souris. Et donc on est là face à une caractéristique intrinsèque de ces composants microbiens sur leur capacité à promouvoir la croissance chez les animaux, au sens large,
qui date très certainement il y a très longtemps l'origine du développement des animaux. Et il faut garder à l'esprit que les animaux ont évolué et ont émergé dans un environnement peuplé et colonisé de micro-organismes. Donc les animaux ont évolué au contact permanent de micro-organismes et les symbioses, en particulier sur la croissance probablement, sont extrêmement anciennes a priori. Donc évidemment, ce que je vous mentionnais, c'est que les travaux à l'heure actuelle de l'équipe visent à appliquer ces effets de lactobacilles sur des souris conventionnelles, essayer de comprendre ces approches thérapeutiques, comprendre les mécanismes sous-jacents à ces effets promoteurs de croissance. Et donc vraiment un point majeur, en partie pour la partie chez les mammifères, est de comprendre comment ces souches de lactobacilles impactent la sensibilité des tissus à l'hormone de croissance. Et donc on travaille aussi à essayer de transposer ces résultats, qui sont des résultats précliniques, des résultats fondamentaux de laboratoire, pour essayer de développer des nouveaux produits potentiellement utilisables pour l'élevage animal et qui sait peut-être un jour sur l'homme pour favoriser les dynamiques de croissance. Donc voilà, avec ceci, je vais conclure. Je vais juste remercier les différents sponsors financiers du laboratoire, sans qui on n'aurait pas pu développer ces projets de manière très ambitieuse. Et évidemment, mes collaborateurs, ici les photographies de mes collaborateurs qui ont participé à toutes les études que je vous ai présentées, qui sont dans la majorité des anciens collaborateurs qui ont quitté l'équipe, et le travail de Renata Matos, qui est la partie de génétique bactérienne que je vous ai présentée, et évidemment les autres membres du laboratoire. Je vous remercie pour votre attention.